Okay. J'ai plus l'habitude de venir ici et vous présenter les grandes tendances technologiques, mais on a fait un travail l'année dernière sur qu'est-ce que ça peut apporter le calcul quantique aux entreprises dans les années à venir. On s'est posé cette question parce que on voyait beaucoup de publications arriver. Et avec des annonces dithyrambiques, oui, des milliards de dollars de chiffre d'affaires, avec bientôt voilà, une roadmap extraordinaire. Puis quand on interrogeait des chercheurs chez nous, ils disaient non, ça marchera jamais ce truc-là. Donner de l'argent à des gens sérieux comme nous, les physiciens fondamentaux, ça sera mieux utilisé. Alors on s'est dit la vérité est peut-être entre les deux. Alors on s'est dit on va essayer de faire une étude par nos propres moyens en se basant sur la méthode des scénarios morphologiques qu'avait développé le CNAM, et on s'est basé sur le cabinet de conseil Futurib pour ça. Et on se projette à 2042. Donc, c'est-à-dire on a commencé en 2022, on se projetait à 20 ans. Si vous voulez donc cette étude, vous pouvez la télécharger sur le site qui est marqué en dessous, Whitespot, étude-quantum 2042. J'ai aussi imprimé quelques exemplaires. Il n'y en a pas autant, il n'y en a pas pour tout le monde, mais ils sont sur la table derrière, des exemplaires papier. Donc n'hésitez pas à télécharger ou vous servir sur la table. Alors on a mené cette étude avec plusieurs entreprises qui étaient partenaires. Si vous pouvez passer la slide. Et donc, le but de ces études, c'est de multiplier en fait les points de vue sur des acteurs différents. Donc, dans le domaine de l'automobile, avec Valeo Renault, dans le domaine des matériaux, avec Saint-Gobain, et puis de l'aéronautique, Safran, la bio, Sanofi, la banque, Crédit Agricole, avec des enablers que sont Soitec dans la microélectronique, Air Liquide dans la cryo, Eviden, anciennement Atos, dans tout ce qui est simulation, l'énergie, EDF et Enedis, et les télécoms avec Bouygues, et j'ai oublié SNCF sur la logistique, les réseaux de transport. Le but, c'est que chacun a un peu testé aussi chez lui qu'est-ce que ça va accomplir le quantique ou qu'est-ce que ça ne va pas faire, et qu'on ait une vue un peu globale pour se projeter avec tous ces acteurs en disant quelles sont les attentes chez vous, dans votre domaine d'activité, si ça marche ou si ça ne marche pas. Alors pour ça, on a défini dans la méthode prospective un certain nombre de variables. Donc on a défini l'écosystème qu'on étudiait, l'environnement global, les lois, la concurrence, les jeux d'acteurs. Et on s'est focusé sur l'environnement fonctionnel, c'est-à-dire comment ça marche l'ordinateur quantique au niveau du hardware, au niveau du software. Et de là, on a mis un certain nombre d'hypothèses, ce qu'on appelle des variables, et on a pris des valeurs pour chaque variable avec des experts. Et on s'est dit, si on combine ces variables-là, ça donne quel type de scénario? Si on peut supposer qu'on arrive à faire tant de qubits logiques en 2042, qu'est-ce qu'on pourra arriver? Et donc, là, on a sorti un certain nombre de conclusions que je vous présente rapidement au niveau de l'étude. Alors d'abord, un qubit, ce n'est pas la peine peut-être de vous l'expliquer, mais le qubit classique, il a deux valeurs, 0,1. Le qubit quantique, il peut prendre plusieurs types de valeurs qu'on représente sur une sphère de blocs. Et donc l'avantage, en fait, avec les propriétés qui sont la superposition, l'intrication, c'est de pouvoir en fait enchaîner un certain nombre de données dans ce qubit-là, et donc on peut faire du calcul massivement parallèle. Ça va accélérer en fait le calcul, plutôt qu'avoir quelque chose de linéaire. Vous faites zen, je fais quoi, puis après je fais ça. Vous pouvez explorer tout un ensemble de solutions assez rapidement, avec différentes technologies de qubits dont on a parlé tout à l'heure. Bon, après, il y a différentes technologies de l'analogique. Donc l'analogique, ce sont des calculateurs qui reposent sur l'évolution d'états quantiques, mais on peut programmer que certains types de problèmes, en théorie, avec ces technologies-là. Par contre, il y a les ordinateurs à porte qui sont plus généralistes et qui permettent, en fait, a priori, de passer tout type de problèmes. Après, on a parlé de qubits parfaits, qui sont en fait les qubits logiques. Je ne vais pas y revenir là-dessus, avec les différentes erreurs. Donc, il faut encadrer les qubits physiques par un certain nombre d'autres qubits pour avoir la valeur du qubit logique. Le calcul quantique, en fait, c'est pas fait pour tout. Ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes qui sont complexes. Par rapport à si on rajoute des données, typiquement le voyageur de commerce,
quand vous devez livrer du pain dans un certain nombre de boulangeries dans une ville, si vous rajoutez une boulangerie, mais ça augmente le problème de façon exponentielle. C'est typiquement des problèmes qui peuvent se résoudre avec les ordinateurs quantiques où vous n'avez pas des temps de calcul qui explosent quand vous rajoutez plus de données en entrée. Les messages clés de ce rapport sont que de toute façon, le calcul quantique n'a pas vocation à remplacer le calcul classique. Il y aura toujours du calcul classique et il ne faut pas dire avec le quantique, on va faire plein de trucs, on va faire des cases de réalité virtuelle avec des temps de latence super faibles. Non, c'est que pour certains domaines. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'apport du calcul quantique fait progresser le calcul classique et on a en fait tout un pan de domaines de ce qu'on appelle le quantum inspired qui fait en fait boost les algorithmiciens classiques pour trouver des nouvelles solutions. On a d'ailleurs quelqu'un chez nous au CEA, Xavier Vintal, dont c'est le but à chaque fois qu'il y a un algo quantique qui sort, il dit mais attendez, moi de façon classique je vous le fais et je vais aussi vite. Donc pour le moment, comme on le disait, on n'arrive pas à prouver la suprématie vraiment quantique, mais nul n'est doute qu'on y arrivera, je pense, dans les années à venir. Il n'y a pas de problème aussi lié à la consommation énergétique. On vous dit, un calculateur quantique, il faudra une tranche de réacteur nucléaire, un réacteur nucléaire. Non, ça ne consomme pas plus qu'un HPC ou qu'un autre ordinateur, voire moins sur certaines typologies de problèmes. On pourra faire des économies. C'est une des promesses aussi du calcul quantique. On pense, nous, alors tout le monde n'est pas forcément du même avis, qu'il y aura une coexistence des différents types de machines que je vous ai montré tout à l'heure entre machine à porte et machine analogique. Pourquoi ? Parce que les machines analogiques, pour certains types de problèmes assez précis, on se dit qu'elles vont profiter des avancées des autres machines à porte et des autres constructeurs pour faire des machines quantiques dédiées à certains types de problèmes et qui coûteront pas cher et qui auront quand même un avantage économique par rapport à d'autres. Seuls quelques algorithmes sont opérationnels pour le moment, notamment les algorithmes d'optimisation combinatoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un champ énorme d'algorithmes quantiques, on en trouve, mais c'est vraiment des algorithmes d'optimisation combinatoire sur le moment qu'on arrive à résoudre assez facilement. Les premières démonstrations d'avantages quantiques, je pense, elles arrivent, mais chaque fois, il y a quelqu'un qui arrive à dire moi, avec le calcul classique, je fais pareil. Mais on pense que dans quelques années, là, avec les progrès techno, les progrès de hardware, on en parlait, le code correction d'erreur, on va arriver à cet avantage quantique dans les années à venir. Ce qui est important, c'est de regarder les grands verrous technologiques. Donc, c'est le nombre de qubits. Dans le tableau précédent, vous voyez le nombre de qubits. C'est toujours dans les roadmaps des industriels, on arrive à 1000 qubits, 10 000 qubits. C'est un souci d'arriver à avoir un système avec un grand nombre de qubits parce que les algorithmes quantiques ont besoin d'un certain nombre de qubits pour fonctionner. Le problème, c'est que plus on augmente le nombre de qubits dans un système, souvent ça diminue la fidélité et ça augmente le taux d'erreur de ces qubits-là. Et donc c'est une course, d'autant plus qu'ensuite, pour corriger ces erreurs, il faut des codes correction d'erreurs. Mais si vous avez beaucoup d'erreurs, il faut beaucoup de codes de correction d'erreurs. Donc du coup, il faut beaucoup de qubits. Mais plus vous avez de qubits, plus vous augmentez l'erreur. Donc il y a un moment, les trois paramètres sont à surveiller et ils évoluent, ils sont liés les uns les autres. Un aussi des problèmes qu'on a vu, des verrous, c'est l'interconnexion de cœurs quantiques. Tous les roadmaps de tous les constructeurs, à un moment, on se trouve limité avec la densité de qubits qu'on pourra faire sur un processeur. Et il faudra connecter les processeurs entre eux. Donc IBM a fait des annonces en fin d'année comme quoi ils arrivaient à connecter des cœurs quantiques entre eux. Donc on ne sait pas quel type de connexion quantique c'est, mais il y a des progrès et c'est quelque chose qui est indispensable pour les progrès du calcul quantique. Il y a un problème de miniaturisation aussi. Quand vous regardez les technologies supraconducteurs et tout le pilotage en fait, des qubits, et ça demande un certain nombre de fils avec des problèmes de cryo qui vont devoir être résolus parce que le pilotage en fait, de ces qubits nécessite beaucoup de fils, de calculs qu'il va falloir diminuer et intégrer dans la chaîne de commande. Un problème aussi, c'est la QRAM. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, la mémoire quantique. Pour le moment, les problèmes quantiques sont dédiés en fait à des problèmes de forte intensité de calcul qui nécessitent un faible volume d'entrée. Si vous avez beaucoup d'entrées à passer dans votre problème quantique, on ne va pas réussir. Et donc, c'est pour ça que si on arrive à la mémoire quantique, on pourra déporter une partie des données en entrée sur du calcul. Et ça ouvre en fait des perspectives au calcul quantique. Le problème, c'est que cette mémoire quantique, la QRAM,
Les gens ne savent pas si on y arrivera un jour, si c'est une vue de l'esprit, si ça peut exister. Alors, il y a des papiers dessus. Les gens ne sont pas d'accord des fois sur la définition de la mémoire quantique. Donc, mais c'est quand même un sujet, un des verrous. Si un jour on arrive à faire cette mémoire quantique ou un type de mémoire quantique, ça pourra débloquer pas mal de magnitudes de calcul. Les impacts économiques sont en majorité de l'ordre de l'amélioration des performances et des process. Il n'y a pas vraiment de disruption, c'est ça qu'on a vu, sauf pour certains secteurs dont je vais parler. Alors les premiers messages clés, c'est la finance et la logistique, les premiers marchés de déploiement. La finance, parce que vous n'avez pas besoin d'un énorme avantage quantique. S'il suffit que vous avez un petit avantage par rapport aux concurrents dans le pricing ou dans l'investissement, tous les acteurs vont venir chez vous. Et donc, ça crée un biais énorme donc à l'investissement. La logistique, c'est parce que déjà, il y a des algos qui peuvent tourner sur améliorer votre logistique, votre supply chain. Et ça, on a déjà des premières applications qui tournent. La chimie et la santé, ce n'est pas les premiers. Par contre, c'est là où il y aura un gros impact. Si vous êtes dans le domaine médical et que votre concurrent sort une nouvelle molécule en avance de 6 mois sur vous ou 1 an sur vous et que ça demande des millions d'investissements, si vous êtes à la traîne, vous allez mourir dans les années qui suivent. Donc c'est vraiment prioritaire pour certaines boîtes dans le domaine de la bio. Et notamment dans la chimie, notamment dans les nouveaux matériaux. On parle de batterie, celui qui arrive à faire la batterie avec une plus grosse capacité, qui se recharge le plus rapidement, il va rafler le marché. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a un timing pour moi, si c'est... Là, j'ai 13-27, donc il me reste 7 minutes. Ok, les enjeux en fait sociétaux du calcul quantique ne sont pas différents de ceux du sociétal. On s'est posé la question, qu'est-ce que ça va impliquer sur la société, le calcul quantique ? En fait, c'est pas différent de l'IA, c'est pas différent de tout un tas de choses. Et donc, ça fait partie, en fait, de la digitalisation du monde. Nos scénarios, donc on a imaginé, voilà, j'en viens. Le premier scénario, c'est ce qu'on a appelé la porte étroite, c'est-à-dire, on n'arrive pas à vraiment décoller du taux d'erreur en dessous de 1 pour 1000, avec un nombre de qubits de 1000 qubits. Voilà, 1000 qubits physiques, réels, qui marchent, avec des taux d'erreur de 1 pour 1000. En fait, on reste dans cette zone-là et on n'arrive pas à dépasser ça. Il y a un pourcentage donc, des experts qu'on a interviewés, 87%, pensent que ce scénario est possible ou peut arriver en 2042. C'est plus faible que les scénarios 2 parce que beaucoup d'experts disent on y est déjà. Et ça, on va sûrement le dépasser en 2042. On sera bien au-delà de cet état de lieu. Alors, on n'y est pas encore, les 1000 qubits physiques. Sur certains systèmes analogiques, oui. Mais IBM, qui avec son processeur Heron, il avait publié 1000 qubits physiques avant, il revient il dit on va stabiliser 133 qubits physiques avant de monter sur des chaînes plus hautes. L'extension du domaine du quantique, ça c'est le scénario numéro 2, c'est-à-dire qu'on arrive à passer ces erreurs de 1 pour 1000, on est à 10-5, avec quand même 10 000 qubits physiques. Et là, donc on arrive aussi à faire des progrès dans la mitigation d'erreurs, qui n'est pas la correction d'erreurs. La correction d'erreurs est toujours difficile à atteindre. Alors on a vu qu'il y a des progrès il y a certaines publications, mais c'est quand même des verrous importants, les algorithmes de correction d'erreurs à franchir. Donc dans ces scénarios 2, on a 95% des experts pensent qu'on peut y arriver, c'est-à-dire qu'en 2042, pour beaucoup, c'est le scénario le plus probable. Le troisième scénario, c'est les portes du FTQC sont ouvertes. Donc pourquoi FTQC ? Le Fault Tolerant Quantum Computing, c'est-à-dire que la correction d'erreurs marche. Et donc, et surtout, on se dit, on arrive à faire l'interconnexion de cœur. Il y a des balbutiements de l'interconnexion de cœur avec IBM, on l'a vu tout à l'heure. Et là, on arrive à des taux d'erreur qui sont assez bons pour faire des algos avec plus de 100 000 qubits physiques, ce qui équivaut à 100 qubits logiques. 100 qubits logiques, vous commencez à résoudre un certain nombre de problèmes intéressants. Ce n'est pas des problèmes qui sont... peut-être de réels cas industriels, ils sont simplifiés, mais on arrive à faire des choses avec 100 qubits logiques. Le quatrième scénario, c'est là c'est le saut quantique. Si vous arrivez à passer à plusieurs milliers de qubits logiques, avec des taux d'erreur qui sont inférieurs à 10-12, et en plus, on suppose que la mémoire quantique arrive, alors là, jackpot, vous arrivez à faire plein d'algos avec des vraies applications industrielles. Par contre,
on a l'algorithme de Shor, on n'y croit pas encore. Hein. C'est-à-dire que l'algorithme de Shor, il faut 6000 qubits logiques. Donc pour nous, ça nous paraît dans 20 ans encore inatteignable. Donc voilà, ça c'est. Et donc vous voyez dans les différents scénarios, on a conservé une partie d'analogique et une partie alors de NISQ ou FTQC, hein, c'est-à-dire les systèmes à porte. On les voit toujours parallèles avec peut-être un décrochement dans le scénario 4 avec deux types de FTQC. On peut imaginer qu'il y aura toujours des premium, des super ordinateurs quantiques qui seront accolés à des HPC, High Performance Computing, mais vraiment il y aura quelques centres dans le monde avec des super calculs. Et par contre, toute une étendue en fait, d'ordinateurs quantiques un peu moins chers et qui seront développés pour plein d'autres applications industrielles, mais avec une segmentation de ces marchés du calcul quantique. Alors, dans ces scénarios, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Quel type de calcul? On voit que déjà, dans le scénario 1, la porte étroite, il y a déjà des problèmes d'optimisation qui peuvent être résolus, de quantum machine learning, même si on a dit tout à l'heure, l'intelligence artificielle et le quantique sont a priori des sujets qui ne sont pas très miscibles, mais quand même, il y en a qui disent qu'on peut accélérer les phénomènes d'apprentissage avec de l'ordinateur quantique, dans certaines conditions, avec des jeux de données réduits. Donc il y aura déjà des choses. Par contre, la simulation de molécules, la recherche dans des bases de données non indexées, la factorisation, les équadifs, si on n'arrive pas à sortir du scénario 1, ça va être difficile. Scénario 2, on augmente encore dans les problèmes d'optimisation. On peut commencer à faire de la simulation de petites molécules, le QML. Par contre, recherche, adressage, factorisation, c'est pas la peine. Scénario 3, pour du FTQC, on augmente encore dans ces systèmes-là. Il n'y a qu'au scénario 4 qu'on arrive à faire l'algorithme de Grover parce qu'on a trouvé la QRAM, et donc la recherche et adressage dans des bases de données. Par contre, facto, équation différentielle, on a mis un sablier parce qu'on ne sait pas trop. C'est quand même des sujets difficiles. Alors, je sais qu'on peut faire des simplifications d'équations différentielles pour les mouvements des fluides et des choses comme ça. Par contre, ceux qui travaillent dans le domaine disent qu'on a besoin énormément de données pour pouvoir en fait modéliser tout ça. Et que pour le moment, ils trouvent que le gap est assez loin entre les machines que même on imagine à 20 ans dans différents scénarios et ce qu'eux, ils ont besoin dans la réalité industrielle. Et donc, du coup, les avantages classiques, hein, de vitesse versus, on l'a mis, là, on est plutôt sur le scénario 1 des accélérations linéaires, voilà, polynomial dans le 2, super polynomial et suprématie quadratique dans le saut quantique. Là, je ne vous ai pas mis le détail, en fait, des cas d'usage, parce que c'est pas public. C'est chacun des industriels qu'on a interviewés qui faisaient partie de l'étude, qui nous ont dit, dans les différents secteurs, le nombre de cas d'usage qui vont arriver, qui sont importants, et surtout s'ils sont critiques à leur survie, c'est-à-dire si c'est vraiment un truc qui va révolutionner leur business model. Et on se rend compte que, alors scénario 1, on peut avoir des niveaux vraiment importants dans la finance et l'assurance, c'est ce qu'on avait dit, hein, c'est les premiers cas d'usage d'application qui auront un impact. On pense, c'est dans la finance, d'autant plus que les gens comme BlackRock, les fonds d'investissement, ont beaucoup d'argent à investir sur ces sujets. Mais dès le scénario 2, on voit qu'il y a des sujets, notamment dans la santé, qui arrivent, et que déjà, dès le scénario 2, il n'y a pas besoin d'avoir les super gros calculateurs pour qu'il y ait des différenciations et des nouvelles molécules qui peuvent être trouvées. Et là, on le voit aussi en Quantum Inspired. Il y a des choses qui sont en train de bouger dans le domaine de la santé, des molécules. Donc, on se rend compte, et plus on avance, bien sûr, plus on voit qu'il y a d'autres secteurs qui arrivent, voilà, qui sont importants avec les télécoms, voilà, donc, et l'énergie. Donc ça vous donne une étendue de ce qu'on pourra faire dans les différents secteurs selon les scénarios. Là, bon, je vais passer, c'est les scénarios globaux avec les risques globaux, les contextes. J'ai pas le temps d'en parler. Juste une petite parenthèse sur le biais et les biais des acteurs. C'est très difficile dans le quantique d'avoir des personnes qui ont une vue globale, aussi bien de la physique fondamentale jusqu'au logiciel, aux applications, aux services. Et suivant d'où ces personnes viennent et suivant leur culture, ils ont des avis complètement différents
sur les hypothèses qu'on peut entrevoir dans l'avenir. Et typiquement, à la question, selon vous, les portes du FTQC sont ouvertes, donc le scénario 3. Il sera réalisé d'ici 2032. Alors, en moyenne, les gens, la moitié disent oui, oui. 2042, peut-être un peu moins. 2050, après, 19%. Mais si on regarde qui a répondu, ben en fait, on se rend compte que les industriels du quantique sont beaucoup plus optimistes et voient arriver le scénario 3 d'ici 2032 à 90%. Alors que les académiques, ils sont beaucoup plus dubitatifs. Donc vous voyez que c'est assez difficile aussi de se faire une idée de la réalité des applications du quantique, parce que suivant les personnes que vous interviewez, ben vous allez avoir des biais de réponse qui sont importants. Donc du coup, on a fait une moyenne, donc les pourcentages d'occurrence des scénarios, c'est une moyenne sur un ensemble. Vous verrez si vous téléchargez le rapport, vous regardez l'ensemble des acteurs qu'on a pris, ils étaient aussi bien du milieu académique que des milieux industriels. Alors on a essayé, je vais vous en parler rapidement, de se projeter sur le côté sociétal et de dire ok, le quantique marche, on est dans le scénario 4. On est en 2042 et on se pose des questions sociétales. Et on a fait un exercice de design fiction. Alors nos designers ont dit, bah, tiens, on se positionne comme des archéologues du futur. Et on est après 2042, en 2050, et on fouille, on trouve des objets, on ne sait pas à quoi ça sert, et on se demande à quoi ça sert. Et donc, on a trouvé, ils ont émis un certain nombre d'artefacts. Et donc, le but, c'est de se poser la question, tiens, dans le quantique, à quoi ça pouvait servir et pourquoi ils ont fait ça? Alors, il y a des choses, je ne vais pas tout balayer, mais Just Dumb Grid, ils ont dit, tiens, on peut imaginer qu'il y a eu des fakes, comme il y a eu des fakes dans les startups sur la biologie, où il y avait une startup qui avait levé énormément de millions, et en fait, c'était complètement du pipeau. Et ils se disent, dans les sujets comme ça, comme le quantique, vous pouvez avoir ce genre de problème. C'est-à-dire qu'il y a des startups qui vont dire, ouais, moi je vais vous faire un truc quantique avec l'énergie, les grids, quantique grid, on va tout optimiser et tout ça. Et puis ils vont lever énormément d'argent. Et en fait, on se rend compte que c'était du bullshit, entre guillemets. Et donc ça, c'est des genres d'artefacts qui peuvent voir arriver dans le futur, en utilisant du buzz du quantique, combiné à d'autres secteurs pour lever de l'argent. Et voilà, donc... Les conclusions en fait du Quantum 2042 de ce rapport, c'est que le calcul quantique, c'est un catalyseur de la transition digitale. C'est pas le truc qui va tout révolutionner. Ça fait partie des révolutions qui arrivent, et il y en aura d'autres d'ici 2042. Vous entendez parler de nouvelles révolutions, là, les LLM, il y aura d'autres choses qui vont arriver dans 20 ans. On ne va pas rester bloqué sur l'IA générative et le quantique. Vous allez avoir d'autres innovations, et le quantique fait partie d'une des briques qui constitue la révolution digitale du monde. Et là, pour ça, il faut quand même essayer, comme sur le LLM ou l'IA générative, on a dit il faut se positionner, c'est maintenant, certains ont un peu raté le coche. Sur le quantique, c'est d'autant plus vrai que la marche à faire pour rentrer dans le quantique, elle n'est pas évidente. Vous n'allez pas recruter du jour au lendemain le gars spécialiste du quantique, algorithmicien, et dans votre secteur. Parce que quand ça va commencer à partir, les profils vont être recherchés et les grands groupes vont essayer de recruter un maximum de monde pour moi je vite, il faut que j'y aille. Donc ce qu'on vous conseille, c'est de rentrer dans les écosystèmes quantiques. Il y en a plein, il y a le Quantum Lab, vous avez le Polytechnique aussi a fait son écosystème, et nous on a créé notre écosystème au CEA qui s'appelle le Hub Quantique, dont le but est de partager en fait des retours d'expérience entre différentes entreprises françaises. Alors on a eu des demandes d'IBM, d'Amazon. Malheureusement, on reste pour des questions de souveraineté français, et le but c'est que les acteurs ne soient pas concurrents entre eux, donc qu'il y ait des verticales métiers. Parce que comme pour l'étude prospective, on veut que les gens puissent discuter librement de ce qui a marché, mais aussi de ce qui n'a pas marché. Et qui ne craignent pas, en fait, donner moi, ça ne marche pas, ou j'ai travaillé avec ça, ça ne marche pas. Et donc, là, pour le moment, on a Total, qui fait partie de l'aventure, avec Crédit Agricole. On a Renault, on a Eviden, donc on a Sanofi, TDF, Bouygues, et donc les entreprises aussi Exaion, qui sont une filiale d'EDF, et Air Liquide, et toutes les startups françaises, sauf C12. Donc on a Alice et Bob, Pascal, Candela et Cobly.
qui est grenoblois. Donc voilà, si jamais il y a des personnes aussi qui souhaitent un peu rentrer dans l'aventure, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, à me contacter, et puis on se fera un plaisir d'en discuter. Je vous remercie. Merci Timothée.